Alors Michel, nous venons de vivre avec les élèves de la classe d'Amandine une discussion à visée démocratique et philosophique. Alors quel est ton ressenti après tout ce temps de discussion avec les élèves? Je suis à la fois, disons, satisfait et en même temps, donc ça m'interpelle aussi, disons, sur ma pratique, quoi. Moi, j'ai deux objectifs. Quand j'anime une DVDP, c'est un objectif démocratique, qui est de faire en sorte que les élèves, là, par exemple, apprennent à présider une réunion. Ça, c'est très important pour la citoyenneté, et qu'ils apprennent à prendre la parole en public. Là, le fait qu'il y ait quand même 16 élèves sur 17, disons, qui se soient exprimés dans la discussion, me semble évidemment positif de ce point de vue-là. Et puis mon deuxième objectif, c'est d'avoir une visée philosophique, ce qui est toujours un petit peu donc délicat. Là, on avait un sujet, pourquoi des règles, qui a mené évidemment à un parce que, donc qui induisait quelque part, disons, de l'argumentation. Mais j'ai voulu beaucoup développer le processus de conceptualisation, parce qu'on ne peut discuter sur pourquoi des règles que si on définit ce que c'est qu'une règle. Alors, la règle, comment on peut définir la règle? En prenant un certain nombre d'exemples et en essayant de trouver des points communs à ces exemples, de manière à aboutir à une définition, un petit peu ce qui s'est passé. Mais comme toujours, parce que je connais bien un petit peu donc ces sujets-là, que j'ai déjà discuté donc avec d'autres élèves, le problème c'est qu'ils voient dans la règle quelque chose qui est essentiellement interdit. Et donc mon objectif c'était aussi de leur montrer qu'il y a un aspect, c'est parce qu'elle interdit qu'elle permet aussi. Bon, il y a une réciprocité finalement, disons, des droits et des devoirs. Donc ça m'a semblé important du côté de la conceptualisation. Mais du côté de l'argumentation, donc ils sont arrivés très rapidement à trouver finalement que les règles et les lois, on n'a pas fait la distinction d'ailleurs entre règles et lois, ça c'est peut-être une faiblesse au niveau de la distinction, des distinctions conceptuelles, mais que les lois étaient nécessaires. Alors se posait le problème elles existent, elles sont transgressées. Et donc a été posé tout le problème, disons, de la transgression et de la sanction. Mais qui n'avait de sens que si elle était juste. C'est pour ça que je donne une règle injuste, et puis ensuite je leur demande, disons, de réagir. Et alors, ça c'est un petit peu, disons, au niveau de l'argumentation. Une règle doit être juste pour être respectée. Et puis, donc, par contre, ça a été plus faible, à mon avis, du point de vue du troisième processus de pensée, conceptualisation, argumentation, la problématisation. Alors, il y a un peu de problématisation vers la fin, à partir de Charlie, qui dit que c'est pas parce que c'est voté à la majorité que c'est forcément juste. Donc ça, j'ai trouvé que ça commençait à être intéressant. Donc à la fois, on pouvait argumenter du pour et du contre, mais en même temps, on posait une question. C'est fondamental. C'est-à-dire, est-ce que le vote à la majorité est forcément, disons, une preuve, disons, de justice. Et donc là, si j'avais eu du temps, peut-être qu'il aurait fallu continuer un petit peu dans cette voie. Voilà. Donc la première partie a été, je dirais, à dominante conceptualisante. À la fin de la première partie, ça a commencé un petit peu à argumenter, ça s'est poursuivi dans la seconde, et vers la fin, ça a commencé à problématiser, mais c'est pas assez loin. Voilà mon auto-analyse, quoi. Tu disais que c'était un sujet que tu avais déjà eu l'occasion d'aborder avec d'autres élèves, sur lequel tu as réfléchi aussi, mais est-ce que les élèves restent quand même toujours susceptibles de te surprendre ou d'aller vers des voies que tu n'aurais pas forcément prévues au préalable? C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que même si j'ai prévu, disons, un certain nombre, disons, de questions, et en même temps peut-être aussi une progression, qui sont dues au fait de l'expérience, disons, que j'ai eue précédemment, et en particulier, disons, sur ce type de sujet-là. Je ne sais pas exactement, disons, ce qu'ils vont dire. Je peux me faire une idée de ce qu'ils vont dire. Sur les exemples, voilà, donc ça ne pose pas de problème. Sur la définition, je ne sais pas comment ils vont aborder le problème. Ce que je savais, c'est que, ils sauteraient sur l'interdit, mais que ce serait plus difficile de trouver donc l'autorisation. C'est pour ça que là, j'utilise, disons, je mets en avant une loi injuste pour les faire un petit peu réagir. Mais donc le mot droit, par exemple, vient chez un élève, donc je l'attendais, il ne serait pas venu, tant pis. Moi, je fais le deuil de tout ce qui ne vient pas. Mais quand ça vient, je saute dessus. Donc c'est la question, disons, du carré-rose. Donc il y a toujours des surprises dans ce que les élèves disent. Par exemple, je n'avais pas du tout prévu de parler du problème du vote. Et c'est vrai, dans l'après-coup, on se dit, mais par rapport aux lois, par exemple, donc dans une démocratie, c'est absolument fondamental.
Et le fait, finalement, disons que Charlie, donc, il dit, mais il y a des lois votées à la majorité qui sont injustes, ça, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que ça rejoint, finalement, donc, l'idée de Platon que, finalement, donc, la démocratie peut être, quelque part, disons, aussi une démagogie, etc. Et là, on touche quelque chose d'important. Donc, il a dit là quelque chose d'important, comme dit Deleuze, auquel je n'avais pas du tout pensé. Donc, l'imprévu se transforme en ressource. Et c'est pour ça que je dis, j'aurais même pu pousser plus loin la problématisation. J'ai remarqué qu'à un moment donné, tu leur avais proposé ce qu'on appelle une expérience de pensée. Alors quel est l'intérêt justement de ce type de proposition? Parce qu'on a pu voir la réaction, le changement chez les élèves. L'expérience de pensée, je l'ai dit d'ailleurs, à un moment donné, leur fait faire l'expérience d'un raisonnement hypothético-déductif. C'est-à-dire construisons un monde dans lequel tout le monde mentirait, où personne ne dirait la vérité, où chacun ferait selon son désir, ce qui était le cas, disons, dans ce cas-là. Et alors je leur fais dérouler les conséquences du monde qu'ils ont imaginé. Et le fait d'avoir fait cette expérience, une quasi-expérience de vie, quelque chose qu'ils n'ont pas vécu mais qu'on leur propose de vivre, mais sous forme sensible, donc imaginative, ça leur permet de tirer un certain nombre de conséquences et donc d'en tirer des lois un peu plus générales. Ils disent, eh bien, si effectivement chacun faisait selon son désir, ce serait, en reprenant leurs mots, donc le bazar, etc., chacun ferait, etc. Et donc ça fonde quelque part la nécessité, disons, de la règle ou de la loi. Et ça, pour moi, c'est important, parce que cette expérience de pensée leur rend, à leurs yeux, nécessaire la loi. Donc, pour leur faire comprendre, disons, l'intérêt de la loi, il faut leur montrer à la fois qu'elle ne fait pas qu'interdire, mais qu'elle protège, mais qu'en même temps, donc, il faut aussi qu'elle soit juste. Et ça, c'est extrêmement, disons, important, quoi. On a pu observer aussi à certains moments que les élèves qui étaient dans des rôles, reformulateurs, synthétiseurs, ont pu être parfois en difficulté pour reformuler, pour restituer ce qui avait été dit. Bon, on a bien pu observer ton attitude bienveillante, et on a vu aussi l'intérêt de la phase métacognitive ensuite, quand on est revenu, qu'on a échangé avec les élèves à propos de ce qu'ils avaient vécu, parce que certains ont fait apparaître que certaines difficultés à un moment donné pouvaient expliquer que celle qui était censée reformuler n'avait pas bien entendu, ou alors on a fait ressortir un peu plus aussi la difficulté du rôle de président de séance, par exemple. Donc est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de cette complexité, de cette difficulté, de ces rôles, pour mieux comprendre aussi pourquoi les élèves peuvent se sentir en difficulté parfois? Il faut voir la disposition spatiale. Je suis par exemple entre le président et le reformulateur. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent je me suis tourné vers le président pour l'étayer. C'est-à-dire que je suis dans une position, disons, d'étayage. Par exemple, à un moment donné, il ne voyait pas certains élèves, ce qui était d'autant plus grave qu'ils n'avaient pas encore, disons, parlé. À un moment donné, je lui ai dit que c'était le moment, par exemple, disons, de donner la parole, disons, aux synthétiseurs. Et en ce qui concerne la reformulatrice, qui a été quand même assez en difficulté, moi je suis dans la perspective d'une pédagogie coopérative, d'une pédagogie de l'entraide. Et donc, si la reformulatrice ne comprend pas, je demande à quelqu'un de l'aider. Et d'ailleurs, je me l'applique à moi-même. Puisqu'à un moment donné, je ne comprends pas ce que dit donc un élève, je demande aux autres de m'aider à comprendre, et je demande d'abord à la reformulatrice, puisque c'est son métier, elle n'y arrive pas, je demande aux autres, et comme ça se passe pratiquement toujours, un élève a effectivement, disons, compris. Et c'est important pour moi, parce que les élèves deviennent ressources pour ma propre compréhension, et en même temps, disons, ça les valorise, disons, énormément de pouvoir aider le maître, quoi. Donc ça me semble très important, cette pédagogie coopérative. Alors je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas pour autant épuisé et qu'on ne finira pas de réfléchir sur la question des règles. On arrête une discussion toujours parce que c'est l'heure et jamais parce qu'on a épuisé le sujet.